Résistance, le maître mot pour l'équipementier automobile Faurecia qui maintient sa rentabilité en 2019 et d'ailleurs c'est apprécié par la bourse puisque le titre progresse depuis cette annonce. Faurecia peut-il maintenir ce cap en 2020 malgré un contexte toujours aussi difficile pour le secteur automobile aggravé par la crise du coronavirus? On en parle tout de suite avec Patrick Koller. Bonjour. Bonjour. PDG de Faurecia, merci beaucoup d'être avec nous. Rentabilité maintenue avec un taux de marge de 7,2%. C'est bien ça, c'est ce que vous annoncez à l'occasion de ces résultats 2019. Absolument. Bénéfice opérationnel d'un 28 milliards en hausse de 0,8. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à cela, puisque déjà en 2019, le contexte était difficile pour l'automobile? Effectivement, le marché automobile a baissé de 5,8% en 2019. Ça représente 5,3 millions de véhicules au niveau mondial et à peu près la moitié au niveau de la Chine. Donc c'est quand même très conséquent pour le monde automobile. Alors qu'est-ce que c'est la résilience? Pas la résistance, mais la résilience. Résilience, voilà. Maître mot alors. C'est en fait une combinaison d'anticipation et d'agilité. Anticipation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux termes? Ça veut dire qu'il faut des plans d'action, il faut savoir comment est-ce que l'on fonctionnerait si l'on a X% de moins de volume. Vous imaginez un petit peu le pire alors? Absolument, il faut pouvoir le faire. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des choses qu'on n'anticipe pas, comme le coronavirus cette année. On va en parler longuement. Et là, il faut réagir. Il faut avoir de l'agilité. Vous étiez assez optimiste il y a un an finalement, en ne pronostiquant qu'une baisse de 1% du marché automobile. Ça a été pratiquement 6 fois plus. Donc ça s'est dégradé mois après mois pour finalement être très proche de moins 6% effectivement. Vous maintenez quand même le cap en 2020 malgré tout ce qui se passe? Alors en 2020 on a pronostiqué une baisse du marché automobile de moins 3%. Pour vos objectifs, je parle de vos objectifs. C'est notre hypothèse de travail. Avec bien entendu un premier semestre qui sera plus faible, un premier trimestre encore plus faible. On a dit que la baisse sera très probablement à double chiffre, donc en décimale. Et je crains que ça se vérifie. Mais je pense que par contre, sur l'année, aujourd'hui, plus personne n'est capable de faire une prédiction réelle. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un rebond en Chine. Donc s'il y a un rebond sur la deuxième partie de l'année, à ce moment-là, ça équilibrera les difficultés de la première partie de l'année? Non, ça ne les équilibrera probablement pas, mais ça réduira le delta négatif. Grosse difficulté, indépendamment du coronavirus, sur le marché européen de l'automobile. On a vu les chiffres du mois de janvier. L'année commence très mal. Et pour PSA, qui est votre actionnaire majoritaire à 46%, et pour Renault, comment est-ce que vous pouvez justement vous adapter à cela? Je pense que le mois de décembre, le mois de décembre était exceptionnel. Alors, donc il y a un ajustement qui s'est fait entre le mois de décembre et le mois de janvier. Donc je ne pense pas que ce premier mois soit d'une quelconque inquiétude. Alors après, on sait très bien qu'en Europe, on a la difficulté de la convergence CO2. Donc tous les OEM, tous les constructeurs ont des plans qui sont des plans de vente. Donc des obligations drastiques en termes d'émissions de CO2. Exactement. Et qui vont se calculer en additionnant les véhicules, donc les empreintes CO2 de chacun des véhicules qu'ils auront vendus d'ici la fin de cette année. Et ce qui est une incertitude, c'est qu'on ne sait pas comment les consommateurs réagiront, en particulier aux voitures électriques et à toute l'électrification qui doit être proposée pour pouvoir atteindre ces objectifs. On va en parler de ce défi justement de l'électrique. La Chine. Vous avez de nombreuses usines là-bas et vous disiez au moment de la présentation de vos résultats, bon, on en a un certain nombre qui sont fermés, mais qui vont rouvrir d'ici à la fin de cette semaine, d'ici à demain. Et vous disiez, alors peut-être que vous pouvez nous le redire, retour de 80% de nos capacités de production en Chine à partir de la fin de la semaine? Pas tout à fait. Pas tout à fait Nous avons 58 usines en Chine. C'est beaucoup. Absolument. Et 6 usines dans la province de Roubaix. Ça, on n'en parle pas, elles vont rester fermées. Celles-ci, pour l'instant, elles restent fermées et nous n'avons pas de date précise de réouverture. Les autres 52 usines peuvent théoriquement reprendre demain. Donc on a, à ce moment-là, une capacité qui correspond à plus de 80% de notre activité normalisée en Chine. Alors dans quelle mesure certaines sont fermées, d'autres sont au ralenti? Alors, aujourd'hui, nous avons 45 usines qui tournent, mais qui tournent au ralenti, parce que nos clients
n'ont pas redémarré ou redémarrent en stop and go. Donc ils ont également, eux, un certain nombre de difficultés. Il faut bien se rendre compte qu'à Shanghai aujourd'hui, il n'y a pas de cinéma ouvert, il n'y a pas de théâtre ouvert, il n'y a pas de restaurant ouvert. Quoi. Oui. Voilà, donc on ne consomme pas et donc on ne va pas non plus acheter des voitures dans les concessions. Et donc il faut que cette économie reprenne. Volontairement aussi, pas seulement du fait de problèmes d'approvisionnement, vous abaissez le rythme de production de nous vos adaptons, usines. nous flexons en fait nos volumes de production par rapport aux demandes de nos clients. Alors tout ça va reprendre progressivement, j'en suis persuadé. Les chiffres en Chine du coronavirus, enfin, l'évolution de l'épidémie sont plutôt encourageants, c'est-à-dire qu'on voit une baisse maintenant jour après jour. Je crois que les autorités chinoises... Un ralentissement de progression oui, c'est-à-dire qu'en fait, de la maladie. Voilà, le nombre par jour, le nombre de nouveaux cas déclarés par rapport au nombre de cas guéris est maintenant en faveur des cas guéris. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de nouveaux cas est inférieur à la guérison. Et ça fait 2 jours maintenant consécutifs qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas à Shanghai. Et le chiffre d'hier, c'est 144 patients affectés par le coronavirus à Shanghai. Donc vous diriez que le plus dur est passé? Alors, je ne suis pas un spécialiste. De ce que vous voyez justement de vos opérations en Chine, des retours que vous avez du terrain? Alors, je pense que en matière d'épidémie, il semblerait, en tout cas les chiffres, et qui sont intéressants parce que ce ne sont pas des chiffres qui sont donnés à la fin de la journée dont on pourrait penser que peut-être qu'il y a une manipulation. En fait, ces chiffres évoluent tout au long de la journée. Donc on est en temps réel. Mais ce sont des chiffres officiels. Mais ce sont des chiffres officiels, mais qui évoluent en temps réel. Donc on ne peut pas trop jouer avec quand même. Sont encourageants. Voilà ce que je dis. D'accord. Et que l'activité va devoir reprendre progressivement. Mes équipes en Chine me disent que normalement, vers le 15 mars, en particulier en dehors de la province de Hubei, on devrait voir l'activité, en particulier commerciale, reprendre. En l'état de les choses, à peu près les 3/4 de votre capacité de production en Chine, on va dire, est soit à l'arrêt, soit au ralenti, c'est ça? Ou tourne au ralenti? Non, ça veut dire que, en fait, actuellement, 45 usines sur 52 qui démarreront, enfin quelques-unes redémarreront à la fin de cette semaine demain, on est sur un taux d'utilisation de notre capacité d'environ 40%. D'accord. Comment est-ce que vous voyez la Chine se remettre de ce choc énorme, qui est même supérieur à celui du SRAS de 2002-2003, d'après, encore une fois, les retours que vous avez du terrain? Le gros problème, d'après ce que je crois comprendre, c'est plus, pour l'économie, c'est le volet consommation que le volet production, puisque vous parlez de remise en marche de vos usines. Schneider Electric, dans un tout autre domaine que le vôtre, parle aussi d'une remise en marche de ses usines progressive pour arriver à 80% de sa capacité. Comment est-ce que ça peut, justement... Alors, vous disiez au tout début que le premier semestre sera difficile. Dans quelle mesure la Chine peut se remettre de ce choc? Alors d'abord, il faut bien se rendre compte que si la consommation n'a pas repris, ce n'est pas parce que les consommateurs ne sont pas prêts à acheter. C'est qu'il y a des restrictions très sévères qui ont été imposées aux populations. On leur demande de rester chez eux. Bien sûr. Et les magasins sont fermés. Donc je pense que dès que l'on va arrêter ces restrictions, les gens vont se remettre à consommer. J'en suis assez convaincu. Alors, pour l'instant, le gouvernement central ne souhaite pas réviser son objectif de croissance pour l'année. Ils le feront peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je pense que le gouvernement va devoir aussi probablement décider d'un certain nombre d'incentives pour relancer l'économie. Quand vous regardez la macroéconomie chinoise, elle est plutôt en bonne santé. Le marché chinois, je l'ai dit tout à l'heure, a perdu 4,5 millions de véhicules. Je ne vois aucune raison pour laquelle ces 4,5 millions de voitures ne seront pas récupérées. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais en tout cas, il y a un réservoir de croissance en Chine qui est réel et qui n'est pas... Ce qui est perdu n'est pas totalement perdu. Non, et qui n'est pas perdu. Enfin, je veux dire, cet épisode dramatique n'aura pas une influence sur le moyen terme et le long terme en Chine.
On va passer à votre transformation maintenant, transformation en leader du cockpit du futur, c'est votre ambition, et aussi leader de la mobilité propre. Tout cela, c'est lié à l'électrification dont vous parliez? C'est lié, je crois, à la prise de conscience très profonde des consommateurs. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, le réchauffement de la planète n'est plus une question, c'est admis par tout le monde. Et non seulement c'est admis, mais pour les consommateurs, ça devient une menace. Hein. Et on voit que les consommateurs changent d'attitude, la demande évolue également, et je pense qu'on sera dans un avenir très proche sous cette contrainte-là, la contrainte qui est d'ailleurs saine des consommateurs. Et donc il faut que notre industrie, mais je pense que cette nouvelle rupture ne sera pas limitée à l'automobile. Cette nouvelle rupture intéressera la totalité de l'industrie. Hein. Et il faut s'y préparer, il faut l'anticiper, et nous sommes plutôt dans cette anticipation. Mais vous y êtes depuis un certain nombre d'années, c'est pas nouveau. Alors, il y a eu les est, précurseurs. Le Dieselgate y a bien entendu contribué. Hein. Ouais. Ça a accéléré Ça a cette prise de conscience. Même si l'industrie automobile en général a fait le travail. Quand vous regardez les consommations de carburant, ou quand vous regardez donc les émissions de CO2 sur les 15 dernières années, elles ont baissé continuellement. Donc ça, c'est le volet mobilité propre. Et puis cockpit du futur, ça veut dire que Faurecia va devenir un équipementier électronique. Ça va aller bien au-delà des sièges de voiture, c'est votre métier d'origine. Oui, alors on est le fournisseur de l'intérieur véhicule. Et on est pratiquement d'ailleurs le seul à être capable de proposer l'ensemble des surfaces de l'intérieur véhicule. Ce que nous pensons, c'est que les consommateurs vont vouloir des expériences plutôt que des fonctionnalités. Et en plus, il faut que ces expériences soient individualisées, c'est-à-dire que les différentes personnes à l'intérieur de la voiture puissent faire d'autres choses sans gêner le voisin. D'accord. Et ça n'est possible que via de l'électronique, via des algorithmes et même via de l'intelligence artificielle. Un exemple d'application. Alors vous avez racheté Clarion, hein, qui est un spécialiste des systèmes audio pour automobiles. Quand vous disiez expérience plus ciblée, ça veut dire qu'un passager pourra écouter de la musique sans déranger le conducteur, c'est ça? Exactement. Mais des choses très simples dont se plaignent les consommateurs aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la musique des passagers est interrompue pour écouter les messages du GPS? Oui. Le message du GPS n'intéresse que le conducteur. Avec une voix parfois assez agaçante. Voilà. Bon, ça c'est un exemple. On n'est pas non plus tous très heureux d'entendre la même musique. Et pour ceux qui ont des enfants ou des ados, ça leur parlera. Il faut vraiment être puriste là à ce moment-là. D'accord. Bon. Ok. Un coup de téléphone. Oui. Il n'y a aucune raison que ce coup de ça téléphone prend le dessus sur la musique, c'est sûr. Voilà, soit écouté par tout le monde. Oui. Hein. Donc il ne s'adresse qu'à une des personnes. Donc à nouveau, bon, vous pouvez aussi imaginer que vous ayez dans l'intérieur véhicule quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui va jouer en streaming. Hein. Vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes environnements. Hein. Et il faut que ces environnements soient suffisamment différenciés pour que les expériences soient immersives, soient intéressantes, sans gêner l'autre. Et tout ça, ces premières applications vont arriver quand? L'histoire du son qui sera plus ciblée sur tel ou tel utilisateur. Je pense que ça technologiquement, j'imagine que c'est prêt? C'est tout à fait possible dès aujourd'hui, donc ça va prendre quelques années comme toujours dans l'automobile pour être implémenté réellement dans les voitures, mais vous aurez ça avant 2025. Avant 2025. Et c'est le rachat de Clarion qui vous permet ce genre d'innovation, par exemple? Alors, le rachat de Clarion, mais auparavant également le rachat de Parrot Automotive, et puis nous avons fait d'autres acquisitions, en particulier en Chine. La voiture autonome, alors là, c'est pour un petit peu plus loin que ça. Hein. La voiture autonome est une évolution très intéressante, puisqu'elle va encore augmenter les possibilités de mobilité, mais par contre, c'est cher. C'est cher parce que c'est très compliqué une voiture. Vous avez des milliers de cas qui doivent être pris en compte pour assurer en particulier la sécurité. Donc il vous faut beaucoup de capteurs, il vous faut beaucoup d'électronique, il vous faut beaucoup de software, bien plus que ce qui est nécessaire pour un avion, et parce qu'on comprend bien que les cas sont beaucoup plus nombreux. Donc ça prendra un peu de temps. Ça se fera, et ça se fera progressivement selon moi. Donc on aura d'abord l'ADAS, donc l'aide à la conduite. On aura le niveau 1, le niveau 2,
qui probablement seront les premiers à être démocratisés, puis ensuite, peut-être sur un espace plus lointain. Plutôt 2030, alors au-delà de 2030. Oui, alors vous pouvez avoir... Et vous comptez peser justement sur ce marché? Alors nous sommes sur la partie ADAS, Mmh. nous sommes sur toute la partie aide à la conduite, nous sommes un spécialiste de la génération d'images et du traitement de l'image, donc tout ce qui tourne autour de ça nous intéresse. Un petit mot de votre cours de bourse là. Bon, on est un petit peu loin des niveaux de mai 2018 où vous étiez à plus de 70 €, mais on se retrouve vers les 45 €. C'est un niveau de valorisation que vous jugez correct? Non. Non. En tout cas, ça n'est pas un niveau de Je valorisation. n'ai pas demandé suffisant, correct. Ça n'est pas un niveau de valorisation Ouais. que je trouve suffisant. Non, je pense que quand vous regardez nos multiples et la façon dont nous sommes évalués, on est en dessous de l'évaluation de nos pairs et de nos compétiteurs. Donc je pense qu'on a une marge de manœuvre. Alors ça vient très probablement du free float qui est limité tant que PSA sera notre actionnaire principal. Ce qui va changer avec l'intégration de Fiat. Ce qui changera puisque PSA a annoncé un spin-off de Faurecia, donc avec une distribution des actions qu'ils détiennent à leurs actionnaires. Aux actionnaires donc de PSA. Votre politique de dividende, ce sera ma dernière question. Il a progressé encore par rapport à l'an dernier. On est passé d'1,25 € à 1,30 €. Vous pouvez vous engager sur une progression comme ça, constante de votre dividende année après année? En tout cas, il y a trop notre... d'incertitudes sur 2020 là. Non, c'est notre objectif. Ouais. Notre objectif, ça fait maintenant 6 ans consécutifs que nous améliorons notre dividende et c'est clairement notre stratégie. Donc ça va continuer si tout va bien. Merci beaucoup Patrick Koller d'avoir été avec nous, Merci directeur général de Faurecia à l'occasion de ces résultats. À très bientôt. Merci.